Je me présente, Elisabeth Geoffroy, je suis l'animatrice de la communauté Capital Humain et Intelligence Collective. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet événement un peu particulier, vu le contexte sanitaire, puisque jusqu'au dernier moment, on n'a pas trop su si on allait pouvoir maintenir tel que on le vit maintenant ou pas. Alors, cette soirée sera organisée en distanciel et également en présentiel et en distanciel, pardon. Et ce soir, nous avons été obligés en même temps de canaliser le nombre de participants et on a été obligés de limiter le nombre à 30. Alors, on en est vraiment désolé, mais voilà. Juste quelques mots pour vous rappeler ce qu'est Télécom Vallée. C'est donc, là je vous ai mis un slide pour rappeler que Télécom Vallée est une association qui a vu le jour à Sofia et qui anime le réseau numérique. Et forte de ces 5 valeurs qui sont l'animation, le partage, l'open innovation, le business et l'éthique. Elle rassemble environ un peu plus de 160 adhérents et organise plus de 100 événements dans l'année. Elle est constituée de 12 communautés. Alors, non, ça ne fonctionne pas. Non. Bon. Évidemment. Bon, elle est composée de 12 communautés thématiques. Voilà, que vous voyez apparaître là sur l'écran. Alors, la communauté communément appelée CHIC, qui est donc la communauté Capital Humain et Intelligence Collective, a été le nouveau nom qu'on a décidé de s'octroyer, puisque auparavant, vous la connaissiez, cette communauté, sous le nom de Emploi Formation. Mais avec le confinement, on a pu organiser des manifestations beaucoup plus larges et beaucoup plus proches, finalement, des besoins des entreprises, qui ont fait qu'on s'est posé la question de savoir s'il était toujours judicieux de garder ce nom ou au contraire de le modifier. Donc, ça a été le choix collégial, j'allais dire, des participants de la communauté, et voilà notre nom. Juste pour vous donner un petit éclairage de la soirée cette fois, elle sera organisée en 3 temps forts. Donc la première, c'est la conférence pour laquelle vous êtes là, qui sera animée par Charles-Henri Besser-Deshors. On fera une pause vers 19h30, je pense, et on reprendra vers 20h pour participer à des ateliers, 3 ateliers, mais on vous en dira un tout petit peu plus tout à l'heure. On reviendra à la fin des ateliers pour une restitution avec Charles-Henri et des animateurs des ateliers. Et ensuite, on pourra échanger sur votre ressenti de la soirée. Bonsoir, Charles-Henri Besser-Deshors. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous et d'apporter votre expertise. Donc, juste quelques mots. Vous êtes professeur émérite à HEC, consultant management en ressources humaines, membre du comité de rédaction de nombreuses revues professionnelles
Et vous avez vous-même publié de nombreux ouvrages sur les RH, sur la crise et le Covid. Mais je vais vous laisser la parole pour que vous développiez votre parcours et en même temps démarrer cette soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors attends, oui, on Voilà. évite les fils parce que là, bien. Alors je vais, pour ceux qui sont online, je vais faire une petite manipulation. Je pense que ça va être bon. Là, j'ai peut-être fait une bêtise là. Non, je suis toujours en ligne? Oui, oui, cliquez sur votre D'accord. Là, c'est bon, là? Je suis en ligne? Oui. Bon, alors, bonjour à tous. Merci. Hein, c'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, quand même. Je partage. Ah, est en pause, pardon. Et là? reprendre. Vas-y. Ah, reprendre le partage, ça ne fonctionne pas. Attends. C'est les joies de la technique. Pourquoi il ne veut pas me le mettre? Attends. C'est comme ça. Il est bloqué. Arrête de partager. Alors, ouais, refaites partager l'écran. Je pense que c'est la bonne idée. Et il est là. Partager. Voilà. Voilà, je vais regarder. Vous êtes en train de partager. Bon, bonne nouvelle. Mais c'est les joies, du direct, hein, comme on dit à la télé. Alors oui, j'ai le plaisir de venir parce qu'il y a quelques mois, bien avant l'histoire de la Covid-19, parce qu'on dit de la Covid, tu m'avais demandé, et puis collectivement, vous avez souhaité que je vienne vous parler un peu. Au départ, c'était un peu une thématique autour de stratégie RH, de choses. Et puis, il nous est arrivé ce drôle d'événement. Et on s'est dit, on ne peut pas se maintenir, parler de l'évolution des ressources humaines. Et donc, ce que j'ai proposé, après des discussions que nous avons eues il y a 2 ou 3 mois, c'est de pouvoir intervenir sur ce que j'ai vu ces derniers temps. Alors, c'est vrai que tu as dit, le confinement a été exceptionnel pour moi, parce que j'ai plus de 35 ans de grande école. Là, je suis professeur émérite à HEC, mais émérite, attention, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mérite, simplement, c'est comme un prof à la retraite qu'on a un peu reconnu. C'est tout ce que ça veut dire. Hein. Ça ne coûte rien ni à l'institution et ça ne me rapporte rien. Sauf quand j'interviens pour HEC, parce que je fais quelques missions, mais vous savez, le drame des écoles aujourd'hui et des universités, HEC fait une grosse partie de son revenu sur l'exED, ce qu'on appelle l'exED, c'est-à-dire la formation des dirigeants. Vous savez ce qui se passe en ce moment. Aucune entreprise n'enverra des cadres, des managers, 30 managers de marketing dans un séminaire de marketing. Parce que s'il y en a un qui, en plus, ils se sont des hauts niveaux. Donc, vous voyez un peu les histoires de business. On vous raconte partout que c'est déplacé, mais du business déplacé, c'est jamais retrouvé. Donc, pour l'instant, je fais moins d'opérations pour l'école, mais je reste professeur émérite. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'ils m'ont renouvelé pour 3 ans le statut fin juillet. Donc, c'est une preuve quand même que les 3 ans ou les 4 ans qui sont écoulés, j'avais quand même servi un peu l'école. Je le dis parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément ce statut. Et comme je leur ai dit, il y avait un autre statut d'émérite à vie. Très honnêtement, ça m'est complètement égal. Parce que dans 3 ans, j'ai pas l'air, presque 70 ans. Parce que là, j'ai presque 67. Ensuite, je suis président d'une association quand même importante en France et même dans le monde francophone, c'est l'AGRH, qui est l'association francophone des profs RH, chercheurs RH. On a 15 pays, 1000 membres, à peu près 700 profs, enseignants-chercheurs français, et le reste, c'est des pays africains, maghrébins, la Belgique, vous voyez ce que je veux dire, le Québec. Donc en fait, c'est une association importante. C'est pas du tout la NDRH. Hein. La NDRH, on n'est pas concurrent de la NDRH, puisque la NDRH est une institution créée il y a plus longtemps que nous. Nous, on a été créé il y a 30 ans. Et puis également, j'ai un rôle depuis pas longtemps, puisque c'est le début septembre, j'ai rejoint à temps très partiel, j'allais dire, le cabinet Korn Ferry, et j'ai accepté de regarder ce qu'ils faisaient, parce que je trouve que leur réflexion en matière de management, de leadership,
Ce n'est pas du tout la partie chasse de tête qui ne m'intéresse pas, et c'est toute la partie d'accompagnement de ce qu'ils font à côté. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui connaissent un peu les RH, vous savez qu'ils ont racheté Leminger, qui est une des solutions d'assessment, d'évaluation en 2006, importante, une des plus importantes au monde, et ils ont racheté il y a 3 ou 4 ans le cabinet e-management dans Compagnon. Et ils ont fait d'autres rachats. J'ai appris que l'année dernière, ils avaient racheté aux États-Unis une grosse structure qui fait de la formation au leadership. Donc, je les ai rejoints pour les aider un peu à développer des choses. Donc, voilà un peu, c'est une activité. Et puis, je continue à écrire pas mal, quoi. Voilà, alors ça ne marche pas non plus. Bon, ça va être simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, non, mais il faut peut-être le faire démarrer. Voilà. Je vous ai remis ces 2 slides au début. Parce que tout le monde dit, moi j'avais une conférence qui était intitulée « Il y a un mois l'après-Covid ». Or, je crois que ce qui nous arrive, ce n'est pas tout à fait de l'après-Covid. On est en pleine pandémie. Alors, c'est un chiffre tiré sur le site du Monde il y a une semaine, juste avant que je vous envoie la présentation. Vous voyez, on est certainement, il y avait des chiffres qui sont sortis hier, je ne sais plus le chiffre, mais effectivement, ça a encore sacrément monté, parce que je crois que j'ai vu 20 millions ou 30 millions en une semaine pour le monde entier. Et sur les morts en France, sur les cas confirmés et les morts, on est à combien hier? Il y a quelqu'un qui pourrait me le dire? Il y a un moment, c'est descendu à 5 000, il y a 2 ou 3 fois, c'était au-dessus de 10 000. Mais je ne sais pas où ça en est, je n'ai pas vérifié hier. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-on parler d'un après? Certainement, on va parler un peu de l'après, mais on est dépendant, quoi. C'est surtout ça que ça veut dire. Donc, c'est vraiment une question. Allez, je vais essayer de supprimer cette chose-là. Voilà. Alors, mon Dieu, est-ce que ça marche? Ça ne veut vraiment pas marcher. Pourquoi il reste figé? Oui, mais il reste bloqué. Oui, justement. Attendez, je vais y aller doucement. Voilà. Alors, c'est vrai que c'était le titre, vous aviez choisi ce titre un peu en amont. C'est un peu un titre pour appâter. Moi, la conviction que j'ai, pour avoir regardé, pas mal consulté des tas de blogs, de discours depuis quelques mois, on avait le temps, c'est aussi l'intérêt du confinement, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a dit. Alors, j'ai pris des exemples, des discours très présents, par exemple le télétravail et l'avenir du travail. Alors ça m'a fait sourire. Parce qu'il se trouve que le télétravail, je ne dis pas que je suis un grand spécialiste, mais néanmoins, il y a 40 ans, j'ai été dans la première expérience de télétravail en France. Et cette expérience, j'étais un assistant de recherche à l'agence de l'informatique, à la Défense à Paris, et l'expérience était une expérience entre Vélizy, donc dans la banlieue parisienne, et la Tour et l'ADI. Vous voyez ce que je veux dire? La première expérience de travail à distance. Donc, on avait déjà certaines conclusions qu'on voit discuter aujourd'hui. Et puis surtout, il y a une quinzaine d'années, j'avais une chaire à HEC qui s'appelait la chaire sur le nomadisme. Et en fait, qu'est-ce que je regardais? C'était les outils nomades, l'impact par exemple du BlackBerry, pour ceux qui s'en souviennent, de l'outil BlackBerry, un outil formidable. Mais rappelez-vous que le BlackBerry était le premier où on avait les mails dans sa poche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la grande innovation de BlackBerry c'était une technologie qu'on appelait push. Évidemment, tout le monde l'a aujourd'hui dans sa poche. Mais c'était une révolution. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que si on n'accompagnait pas les managers, qu'est-ce que faisait un manager autocrate? Il envahissait la vie personnelle de ses collaborateurs, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Donc moi, j'ai trouvé absolument bizarre que les RH, que la question humaine de la technologie ne soit jamais abordée. Donc le télétravail, pour moi, ce n'est pas de dire que c'est l'avenir du travail, c'est juste une absurdité. Pour moi, c'est une absurdité. Quand je dis le télétravail, c'est le full télétravail. Ce qu'a décidé Peugeot, par exemple, début mai, en annonçant à tout le monde qu'ils allaient mettre en télétravail toutes les fonctions support et toutes les fonctions non productives. C'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. C'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. Qu'est-ce que c'est un monde où tous les gens sont en situation de télétravail? Et j'ai beaucoup aimé un certain nombre de discours, et je l'ai dit dès le début, que le télétravail est sans doute la situation de travail la plus inégalitaire.
C'est facile de parler du télétravail quand on habite dans les beaux quartiers et qu'on a trois bureaux, 5 ordinateurs, etc. Qu'est-ce que c'est quand on a un 2 pièces au centre des villes, mal, ce que je veux dire, et 4 enfants derrière? Vous comprenez? Il faut arrêter de nous faire croire que le télétravail, c'est l'avenir de... Et puis, il y a des tas de raisons, et je l'avais déjà écrit dans l'entreprise mobile. Le télétravail donne énormément, la mobilité donne énormément de possibilités aux gens, y compris dans l'autonomie, l'organisation de leur temps, mais aussi d'énormes contraintes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, il faut, moi, mon sentiment, bien sûr que le télétravail, je vais y venir, va se développer. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les entreprises qui ne faisaient pas de télétravail, hein, vous savez à peu près la proportion d'entreprises qui n'ont jamais fait de télétravail avant le Covid, la Covid, comment? À peu près, on dit aux alentours de 50 à 60%. Vous voyez? Plus de la moitié. C'est quand même intéressant. Là, les entreprises ont dû apprendre très, très vite. Imaginez-vous l'attitude des managers qui n'ont jamais été en situation de télétravail. C'est quand même compliqué. Ensuite, vous avez... Le travail hybride. Comment? Le travail hybride. Oui, alors ce que vous appelez le travail hybride, c'est un mélange. Oui, c'est évidemment la solution. C'est ce pourquoi je crois qu'il va falloir trouver des formes plus souples d'organisation du travail, mais qui interpellent évidemment le management. Le style de management n'est absolument pas le même. Hein? Comment? C'est ce que vous dites après. Oui, bien sûr. Alors après, le digital est devenu un panacée universel. Le digital a été une roue de secours exceptionnelle, on l'a tous vu, la bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est la panacée universelle? Il faut arrêter de nous faire croire que le digital, c'est une solution miracle. On a vu toutes ces... On est toujours dans cette illusion technologique en disant une nouvelle technologie va résoudre le monde. Il se trouve que l'une des conférences que je suis en train d'organiser pour le 8 octobre, c'est avec Luc Julia. Est-ce que vous connaissez Luc Julia? Vous avez vu son bouquin. Luc Julia, c'est celui qui est le patron de la recherche monde pour Samsung, qui a été chez Apple, qui est créateur de Siri et qui surtout a écrit un bouquin il y a 1 an et demi. L'IA n'existe pas, alors que c'est un des meilleurs spécialistes d'intelligence artificielle. Il est provocateur. Mais j'ai discuté avec lui hier matin, parce que je le fais intervenir à distance le 8 octobre pour un congrès HR à Paris. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai envie de parler de 2 thèmes. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Le premier, c'est l'IA n'a pas été capable de gérer le problème de la Covid. Il n'y a aucune vraiment avancée par rapport, vous voyez ce que je veux dire, premier problème. Et le deuxième problème qui préoccupe encore plus, c'est l'impact sur l'environnement de toutes ces technologies qui consomment énormément d'énergie, énormément d'électricité, puisque je lui ai dit que j'avais vu une étude, il ne la connaissait pas, où on avait 30% de l'énergie mondiale qui sera consommée en 2030 par le digital. Arrêtons de nous faire croire que le digital est pur. Donc, je dis, évidemment, ça nous a bien servi, ça nous sert, et encore une fois, c'est un usage raisonnable et raisonné. Évidemment, c'est la fin de la hiérarchie, tout le monde le dit, attention. Ce matin, j'étais dans une autre petite web conférence, et l'une des talent managers, justement pour Conferry, c'est ce qu'elle dit. Elle nous a dit textuellement, j'ai oublié le nom de l'entreprise, elle nous a dit, ils étaient effectivement obligés de lâcher un peu la bride, les managers, mais depuis qu'on fait revenir le personnel, ils sont revenus comme avant. Et ce que je veux dire, il faut quand même être un peu prudent. Hein. Encore une fois, je suis convaincu que cette pandémie va faire évoluer les choses. Et puis, les enjeux sociaux et environnementaux qui sont évidemment importants. Et c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de prises de position. Et c'est pour ça qu'on a un des ateliers sur la raison d'être, par exemple. Parce que je pense que cette question de la raison d'être et de l'entreprise à mission, quand on va aller un peu plus loin, eh bien, touche notamment à une prise en compte très, très sérieuse des parties prenantes. Et puis, évidemment, le retour du local. Demander à Carrefour ce qu'ils en pensent. Les premières semaines de confinement, effectivement, beaucoup de produits locaux. Et on est revenu aujourd'hui à une situation tout à fait normale, les produits les moins chers qui viennent de n'importe où. Alors, attention, je suis un peu excessif. Je pense quand même qu'il y a une prise de conscience du local. Et à titre personnel, j'essaye d'être un bon citoyen et de choisir le plus possible des produits locaux quand je vois les possibilités, y compris dans un supermarché. Alors, je fais juste un tout petit peu de théorie. Alors ça, c'est un modèle que j'utilise régulièrement. Ce sont des collègues de l'ESCP, il y a déjà quelques années, ils ont sorti plusieurs éditions, qui font juste sur une petite carte les grandes théories de management. La façon dont nous fonctionnons aujourd'hui, dans vos entreprises, dans nos entreprises, petites et grandes, s'inspire de beaucoup de ces gens. Évidemment, Taylor, le premier c'est Taylor. Hein, vous savez, quand je pose la question, quel est le principe
numéro 1 du taylorisme. Tout le monde me dit la division du travail. Ben, je dis, ce n'est pas la division du travail. Vous voyez Charlie Chaplin dans les temps modernes visser des trucs, hein, des cycles de 3-4 secondes. Bien sûr, c'est la partie visible du taylorisme. Mais le truc le plus important, c'est quelle est la partie invisible, le vrai principe fondateur. Bien, le vrai principe fondateur, c'est pour la première fois dans le monde industriel, et ça c'est une invention de Taylor, la distinction entre ceux qui conçoivent, c'est-à-dire ceux qui pensent, et ceux qui exécutent. C'est ce que j'appelle la division verticale du travail. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Et comme conséquence, vous pouvez imaginer que tous les travaux, tous les discours qu'on a sur l'intelligence artificielle aujourd'hui renvoient à des questions tayloriennes. Parce que les tâches de conception, si la machine est capable de prendre de plus en plus de tâches de conception, qu'est-ce qui va rester? Je veux dire, à des métiers qui avant étaient des métiers de conception. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on se retrouve avec vous voyez, des vieux noms, mais qui sont importants. Weber, c'est quand même le théoricien de la bureaucratie. Puis après, vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait tous ces cours, c'est évidemment les psychologues, enfin les tenants de l'école des relations humaines, et notamment on a Maslow là. Hein, mais il y a d'autres gens qui sont très importants, hein, il n'y a pas que Maslow dans la vie. Hein, et chaque fois que j'interroge des managers sur quel est le théoricien de la motivation qui les connaissent, ils me disent toujours Maslow. Après, il y a des gens beaucoup moins connus, mais qui sont très importants pour ce qui nous arrive. C'est ce que ici c'est appelé adapter, c'est l'impact de l'environnement. Vous voyez, la différence entre le côté gauche et la droite, c'est que ces théories qui sont à gauche oublient l'environnement. On est un peu en cercle fermé, en système fermé. Alors que la droite, ce sont des systèmes beaucoup plus ouverts. Et ces gens-là, dans les années 60, 70, 80, parlaient énormément de l'adaptation des entreprises à leur environnement. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les gens de la contingence. Et puis, les tout derniers, c'est responsabilisation. Et vous avez par exemple Vinit Nayar, que je vais encore reciter, qui est le fameux dirigeant indien qui avait écrit en 2010 un livre « Employé d'abord, client ensuite », et que j'ai eu la chance de rencontrer en 2011. Et depuis, nous avons fait 15 conférences ensemble. J'étais sans doute le plus grand défenseur des idées de Nayar. D'ailleurs, l'éditrice que j'avais encore hier au bout du fil, l'éditrice française de Diathéno, me disait que tu as fait un truc incroyable, parce que je crois qu'ils ont atteint plus de 100 000 ventes. Je n'ai pas dit que je suis responsable des 100 000 ventes, mais c'est vrai, le fait de faire du buzz, Vinit Nayar est venu en France pour la sortie de son livre. Et depuis, nous avons fait. Et puis Goetz, vous savez, Goetz, c'est Isaac, qui parle de l'entreprise libérée. Si je suis poli, je ne dirai rien sur l'entreprise libérée, parce que sinon, vous risquez de me voir un peu agressif. Alors pour moi, la crise, c'est évidemment un basculement, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire, quelque part, on a été un peu forcé vers la responsabilisation. Ce qui est arrivé dans les situations de télétravail, on était obligé. Le problème, c'est est-ce que c'est un vrai basculement ou pas? Est-ce que c'est une vraie ouverture? C'est une vraie question. Voyez, et ça, parce que le monde d'après, on n'est pas sûr qu'on arrive à un tel basculement. Alors, très vite, un autre modèle, c'est le cas de la culture. La culture, j'ai refait une représentation d'un autre modèle assez connu qui s'appelle en anglais Competing Values Framework, mais qui est un système de 4 cultures. La bureaucratie, le clan, le marché, l'adhocratie. La bureaucratie, c'est la règle. Toutes les entreprises sont régies par des règles. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des règles. Parce qu'une entreprise, une organisation sans règles, ça serait dramatique. Le clan, c'est l'entreprise qui, elle, est beaucoup plus familiale, beaucoup plus basée sur la loyauté, c'est l'emploi à vie, etc. Et pourquoi les années, vous voyez des années, c'est grosso modo le modèle japonais des années 80. Pas le modèle de Carlos Ghosn, hein, avant. Donc, ensuite, il y a le marché. Il y a le marché, c'est l'entreprise, toutes nos entreprises ont été touchées par cette culture marché parce qu'on a mis en place tous les dispositifs de management de la performance en RH, d'individualisation des rémunérations, etc. Vous vous souvenez, donc tout ça, c'est le marché, la puissance des financiers et beaucoup plus récemment, le mot adhocratie. Le mot adhocratie, c'est Mintzberg qui l'a inventé, ça veut simplement dire flexibilité, innovation. En fait, une vraie entreprise, c'est un mélange des 4. Mais ce qui arrive avec la crise, me semble-t-il, c'est quand même une poussée vers l'innovation beaucoup plus forte. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui amène les entreprises à trouver des solutions. Et c'est ce qu'on a observé sur le terrain. C'est juste incroyable, des tas d'initiatives qu'on n'aurait pas imaginées, prises par des équipes de terrain. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Je vais prendre l'exemple de Decathlon, du masque, parce que c'est quand même un truc extraordinaire. Donc, si vous voulez, ça, c'est ce qu'on pourrait dire. Je dirais, est-ce que c'est des grandes tendances qui vont se révéler ou pas? J'en sais rien.
Alors, il y a des anciennes, ça c'est des discours qu'on a vu fleurir, mais après tout, c'est pas stupide. Le statut comme la seule source d'autorité. En France, on aime beaucoup les statuts. Le mode de management, je l'ai déjà dit, command and control. Est-ce que ça va être l'absence de cohérence entre discours et actes? Je crois que là, cette crise a quand même révélé des trucs. C'est que ceux qui qui disent des choses, il faut vraiment qu'ils les transforment. Et les jeunes générations sont de plus en plus sévères. Il faut faire gaffe dans nos entreprises. On ne peut plus tenir des discours sans que ça soit immédiatement transmis. Bon, le défi de transparence et de confiance. Vous verrez, là, il y a un petit ouvrage qu'on a commis avec 3 autres copains, une copine et 2 copains, et il s'appelle « Le management par la confiance ». Il vient de sortir la semaine dernière. On a essayé de regarder ce thème de la confiance en montrant dans un premier chapitre ce qu'est la confiance, et dans le deuxième chapitre, auquel j'ai un peu participé, quels sont ce qu'on appelle les cavaliers de l'apocalypse. C'est-à-dire, en fait, tous les facteurs qui détruisent la confiance. Parce que ce n'est pas facile, la confiance. Équilibre très instable. Les injonctions paradoxales, le manque d'équité, très important. On en parlait à déjeuner. Le manque d'équité, vous savez, l'équité, vieille notion, très vieille notion, mais c'est quand même mal compris dans le monde latin. Parce que très souvent, les gens confondent équité et égalité. Or, l'équité, ce n'est pas l'égalité. C'est malheureusement pas l'égalité. L'équité, fondamentalement, c'est je reçois quelque chose en fonction de ma contribution. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'évidemment, si on n'est pas dans une situation à recevoir plus, pourquoi est-ce que je serais… Donc ça, le problème, et là, on touche à des problèmes. Et dans le cadre de la situation de crise, il y a quand même une vraie question sur les différentes populations. Quid des populations en première ligne? Et j'avais fait un des papiers, ça s'appelait « Les héros de l'ombre ». Au moment où tout le monde en a parlé. Bon, harcèlement, intérêt personnel, refus de changer soi-même. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup d'entreprises où tout le management suit des séminaires de change management. Et les seuls qui ne suivent pas, c'est les dirigeants. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est-à-dire que comment voulez-vous faire croire aux managers, aux middle managers, aux managers de première ligne, aux collaborateurs qu'on veut changer, si l'équipe ne montre pas l'exemple? Et là, c'est vraiment la cohérence entre les discours. Et le manque de vision et de courage. Alors, j'ai rajouté ça parce qu'il se trouve qu'il y a 4 jours, j'ai assisté à une vraie conférence. Donc, je n'étais pas sur la scène. Et il y avait un vice-amiral qui vient de sortir un bouquin. Le gars extraordinaire. On était à peu près une centaine dans la salle, tous masqués, distance physique. Et vraiment incroyable. La façon dont il a parlé du management. Évidemment, ils sont toujours très forts dans la marine. Parce que dans la marine, il a été même commandant de sous-marin nucléaire. Donc, si vous voulez, quand on passe plus de 3 mois, 70 jours, un peu moins de 3 mois, pardon, 70 jours en mer, il faut quand même pouvoir tenir ses troupes. Et il disait que la qualité numéro 1 d'un leader, surtout dans ces situations, c'est la vision. Alors, je vais être positif maintenant. Et ça va, j'espère, nourrir les débats tout de suite par la suite. Alors, moi, je crois quand même, je vois, c'est par exemple des stratégies d'entreprise plus inclusives. Attention, le mot inclusion ne fait pas forcément référence à la diversité. Vous voyez, on parlait de diversité, on parle d'inclusion et de diversité. Inclusive, c'est-à-dire inclusive, prendre en compte énormément de facteurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est pour ça que le premier point, un travail de fond sur la mission et les valeurs. Faut-il, c'est un des sujets d'un atelier, et donc de revenir sur cette question de la raison d'être et choisir le statut d'entreprise à mission. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous savez que la première entreprise à mission en France date de décembre 2019 et c'est Yves Rocher. C'est le groupe Yves Rocher qui a eu le statut officiellement le 2 janvier 2020 parce que les décrets n'étaient pas passés. Et une entreprise qui vient d'obtenir en juillet le statut officiellement d'entreprise à mission, c'est évidemment la Maïf. Alors, une entreprise à mission, c'est le rapport Sénart-Nota et puis la loi Pacte. C'est une entreprise qui déclare officiellement dans des statuts dire le respect d'un certain nombre d'enjeux environnementaux, sociaux, etc. Si tu veux, c'est un élargissement, en gros, c'est une formalisation de la raison d'être, mais très tournée vers avec les changements dans les… il y a une officialisation dans les statuts de l'entreprise.
pour un élargissement. Et d'ailleurs, les Américains, on dit toujours les Américains sont focalisés uniquement sur la valeur financière. Ben, très intéressant, en août 2019, il y a un peu plus d'un an, il y a eu 190 patrons à peu près qui ont signé la nouvelle charte de la Business Roundtable, qui, je ne sais pas si tu l'as vu, qui disait, alors c'est que des mots, hein, mais ils ont signé une charte disant que l'entreprise ne sert plus seulement les actionnaires, mais un ensemble de parties prenantes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la mission engage beaucoup plus. L'entreprise à mission, c'est vraiment gravé dans le marbre. Alors que la raison d'être, il y a 3 niveaux de raison d'être. Il y a le discours juste, tu mets ça sur un site web. Deuxièmement, on peut commencer à le formaliser, vraiment à l'écrire, etc. Et puis le troisième, ça rentre dans les statuts. Il n'y a que 4 entreprises, je crois, du CAC 40 qui l'ont écrit dans leur statut aujourd'hui. Bon, les chaînes de valeur, évidemment, ça, tout le monde en a parlé. Je pense que c'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faut pas repenser certaines de nos activités? Bon, évidemment, la transition climatique. J'aime bien quand même, j'avais un peu peur de ce bouquin, là, Hulot et Frédéric Lenoir. Je l'ai lu en vitesse. Ils ne sont pas aussi négatifs, parce que je me méfiais de discours qui sont toujours… mais quand même, ils sont positifs, et notamment quand ils parlent de l'entreprise. Ils donnent une vraie responsabilité à l'entreprise pour prendre sérieusement ces enjeux. Une chose qui me paraît intéressante, et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est évidemment, je crois que les stratégies plus inclusives impliquent beaucoup plus les collaborateurs dans l'élaboration. Parce que la pratique traditionnelle de la stratégie, c'est un petit comité en haut qui décide des grandes orientations, etc. On reste bien entre soi, et ils sont issus en plus des mêmes écoles, etc. Là, ce qui est très intéressant, c'est effectivement de travailler sur une implication du plus grand nombre. Et d'ailleurs, ce livre de Émile Servan-Schreiber, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle « Le super collectif ». Il est super, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit évidemment l'importance de ce qui est appelé la sagesse des foules. Des tas d'études montrent qu'en fait, une foule a en général un pouvoir d'analyse, etc., meilleur à celui des experts. C'est quand même juste un peu inquiétant. Et puis évidemment, là, je vous ai recité Vinit Nayar. Je pense que ce qui va se passer de plus en plus, et c'est ce qu'on a vu dans le confinement, des gens faire des trucs absolument incroyables et peut-être créer de nouveaux business, voyez, nouveaux produits et services à partir d'initiatives locales. Mais ça, c'est ce que disait Vinit Nayar dans son bouquin de 2010. La vraie révolution de Vinit Nayar, ça a été de renverser cette pyramide. Il se trouve que je sortais de 4 jours d'un séminaire à Hyderabad avec une entreprise très bureaucratique et j'ai découvert ce bouquin qui venait d'arriver de Harvard. Et je l'ai acheté tout de suite, je l'ai lu dans l'avion du retour. C'est un petit bouquin, hein. Et j'ai dit, le mec, il est génial. Et ce n'est pas un DRH, c'est un président. Et alors ensuite, là, je fais un petit zoom sur l'aspect humain, sur l'aspect RH. Toutes ces choses, vous les connaissez bien, hein. Je pense que, évidemment, ce qui nous arrive, c'est le bien-être physique et mental. Ça, c'est la basique. On revient en bas de la pyramide de Maslow, hein, mais je veux dire, hein, si vous avez autant de, je ne sais pas si vous les expérimentez, autant de réticence de collaborateurs à revenir sur le lieu de travail, si c'est vraiment nécessaire, c'est bien normal. Je veux dire, on se retrouve avec de vraies questions. Bon, les fractures qui sont créées, hein, les fameuses, comment est-ce qu'on peut restaurer une forme d'équité donc entre toutes ces expériences. Je trouve que l'histoire de faire des REX, des retours d'expérience, est très utile, parce qu'il y a des trucs qui ont marché, il y a d'autres trucs qui ont moins bien marché. Donc ça, c'est particulièrement donc de faire des formes de co-développement. Ensuite, évidemment, là, c'est un aspect plus RH, plus important, c'est évidemment tout ce qui va se passer et qui est en train de se passer en matière d'emploi. Donc, cette question, par exemple, en RH, on parle de GPEC depuis à peu près une trentaine d'années, gestion prévisionnelle, emploi et compétences, ou gestion prévisionnelle des ressources humaines. Je pense que là, on a un enjeu très fort. Hein. La transformation, parce que je ne sais pas parce que j'ai dit que je ne crois pas à l'avenir du télétravail, enfin, le télétravail comme étant le travail de demain. Par contre, je crois à des formes, comme vous disiez, hybrides, c'est-à-dire des formes qui alternent entre quelque chose et qui sera très différente d'un contexte à un autre, d'un environnement à un autre. Donc, il y a certainement une réflexion, et là, il me semble que les RH sont quand même les mieux positionnés pour, évidemment, réorganiser, repenser le travail, hein, et surtout garder le lien social. Alors, j'ai mis en caractère gras cette phrase,
parce que c'est un peu un sujet d'un des ateliers qu'on a appelé la lumière sur les métiers de l'ombre. Hein, cette crise a quand même révélé un certain nombre de métiers qu'on avait complètement oubliés. S'ils n'avaient pas été là, moi-même, à titre personnel, j'aurais bien été mal là où je me suis confiné. Hein, on avait des tas de métiers qui étaient totalement invisibles. Donc la vraie question, et j'avais écrit un papier sur ces héros de l'ombre, c'est la notion d'utilité sociale. C'est Dominique Méda, une sociologue bien connue, qui le développe. Cette question de l'utilité sociale, il va falloir peut-être repenser ce que j'appelle la hiérarchie des emplois. Et ça, encore une fois, ce n'est pas facile. Il y a évidemment des talents insoupçonnés qui se sont révélés. Et donc la vraie question, c'est pourquoi d'abord on n'a pas été capable de les repérer avant, mais alors peut-être qu'ils se sont révélés dans cette situation de crise, mais surtout comment est-ce qu'on peut les intégrer. Et puis évidemment un certain nombre d'entre vous êtes directement concernés, les dispositifs, moi comme le premier, dispositif de formation par la recherche, vous voyez ce que je veux dire, c'est évidemment le full digital dont on n'en peut plus. Et la vraie question, c'est comment on va trouver un équilibre, évidemment, dans le futur. Et puis, vous voyez, j'ai marqué formel et informel avec des dispositifs. Alors, ce qui me paraît aussi important, ce qui me semble-t-il a marqué, évidemment, les esprits durant cette période, c'est ce que j'appelle le développement d'une solidarité plus responsable. Alors, très vite, vous vous souvenez, les premières semaines, on a parlé de ces actions exceptionnelles de solidarité d'un certain nombre d'entreprises, alors qui s'en vantaient certaines, d'autres ont été beaucoup plus discrètes. Hein. Et vous voyez, j'ai même marqué, vous vous souvenez de la boulangerie de Nice, offrant tous les matins des viennoiseries, vous vous souvenez, je ne sais plus si c'était sur la 2 ou la 1. Là, je me souviens qu'il revenait souvent. Elle n'est peut-être pas très loin de. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai cité l'exemple de cette boulangerie parce que c'est un exemple. Mais vous avez évidemment, je pense que vos entreprises ont marqué aussi des actes de solidarité. Évidemment, on pourrait dire que si cette solidarité devient quelque part quelque chose de plus pérenne dans l'entreprise, on a des tas de choses sur lesquelles on pourrait imaginer de faire. Par exemple, les fournisseurs. On parle d'empreinte écologique, il y a les aider. Si je prends des exemples, hein. L'amélioration du pouvoir d'achat des clients, etc. Il y a des tas de possibilités d'être un peu plus solidaire. Bon, la préservation des emplois, bien sûr, hein, et la rémunération, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, réfléchir peut-être à des systèmes de rémunération plus équitables et pas forcément, je dirais, moins motivants. Et puis, vous voyez, je l'ai rajouté en noir, là, revalorisation des fonctions et rémunération des héros de l'ombre. Voilà. Alors, il y a eu des exemples, un certain nombre d'exemples. Bon, j'en ai pris juste 2 parce que c'était la traduction, par exemple, pour Yves Rocher, de son engagement en matière d'entreprise à mission. Ils ont fait un certain nombre d'actions très concrètes, notamment les fameux masques qu'on ne trouvait pas avec l'une de leurs sociétés Petit Bateau, mais il y a eu des tas d'autres actions qui étaient vraiment pérennes et ils veulent évidemment continuer. Et puis, j'ai cité, je ne pouvais pas le cacher, la Maïf qui décide. Je suis sociétaire de la Maïf, surtout pour les 2 roues que j'ai, etc. Et j'ai reçu un jour un chèque de 68 €, fin avril. Et il faisait partie des 100 millions € rétrocédés. Il se trouve que j'ai animé un déjeuner il y a quelques jours avec Pascal Demurger, le patron de la Maïf, devant à peu près une quinzaine de DRH. Et il m'a dit, parce que je le connais très bien, il nous a dit que sur les 100 millions d'euros, il y a eu un tiers qui a été véritablement redonné à des associations, parce que dans la lettre qu'on a reçue, et je l'avais entendu à la radio, il y avait 3 associations, dont une liée aux hôpitaux, une liée, je crois, aux sans-abri, etc. Et vous pouviez redonner tout ou partie de la somme que vous receviez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et en fait, il nous a dit qu'il y a un tiers des sociétaires, alors vous allez me dire c'est peu, mais il me dit, moi j'ai trouvé ça pas mal, un tiers des sociétaires qui ont décidé de donner tout ce qu'ils avaient reçu à l'une ou l'autre des associations. Hein. Donc, vous voulez, alors on lui a demandé d'ailleurs, les DRH présents lui ont demandé, mais il y a d'autres entreprises d'assurance, des concurrents, des collègues qui ont fait la même chose, il n'y en a aucune. Il y a eu la GMF a fait 2 ou 3 petits trucs, mais de cette ampleur-là, il n'y a rien. Et je ne sais pas si vous êtes sociétaire, ils ont envoyé il y a quelques jours un mail disant qu'il n'y aurait pas de changement dans les tarifs en 2021. Alors, encore une fois, c'est des petits signes, mais
il disait on ne pouvait pas s'afficher plus responsable, etc., si on ne s'occupait pas de… Alors, des organisations favorisant l'autonomie et la subsidiarité, et là, c'est encore un deuxième sujet qui va être discuté dans les ateliers. Bien sûr qu'on a vu ces situations de télétravail, ça, je suis entièrement d'accord avec vous, ça a révélé des choses incroyables. Il y a, par exemple, la PME de Tissage de la Loire qui a fabriqué des masques lavables, comme un peu… Et puis surtout, le masque Décathlon. Le masque Décathlon, je le connais dans l'intérieur. Il se trouve que j'ai une fille qui travaille comme numéro 2 pour l'instant d'un grand magasin à Marseille. Et elle m'a appelé en disant « Papa, est-ce que tu sais que le masque EasyBreath, celui qui a été l'invention de Decathlon, vous savez, qui est maintenant copié par plusieurs autres, mais ça a été les premiers à le faire, ce masque, qui n'est pas un masque vraiment de plongée. Moi qui fais beaucoup de plongée, vous ne pouvez pas descendre avec à 40 mètres. Par contre, vous pouvez aller jusqu'à 3 ou 5 mètres, je crois. Et bien, ce masque a été utilisé, on a découvert l'utilité, c'est une équipe de soignants italiens et qui ont découvert la possibilité d'adapter ce masque avec une start-up qui faisait des interfaces en 3D pour les respirateurs. Et du coup, vous savez ce qu'a fait Decathlon? Ils ont arrêté la vente immédiate, parce qu'il y avait encore des ventes en ligne, etc., qui se faisaient, même au début du confinement. Après, Decathlon, comme beaucoup de distributeurs, ont repris à partir de mi-avril, vous savez ce qu'on appelait le click and collect, pardon, click and collect. Donc ça, ils ont arrêté toute la vente de ces masques EasyBreath. Ils en ont donné, je crois, entre 25 et 30 000 pour permettre aux équipes soignantes de… Vous voyez, donc c'est un exemple, mais c'est venu du bas. Et très honnêtement, jamais Decathlon n'aurait imaginé avoir… donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui a été finalement formidable. Bon, évidemment, des organisations plus autonomes et privilégiant la subsidiarité, évidemment, c'est favoriser, faire évoluer les pratiques managériales. Je pense que c'est au cœur du problème. C'est évidemment comment est-ce qu'on va pouvoir… c'est bien joli de parler d'autonomie et de subsidiarité. On y a été contraint. La réaction de la personne ce matin me dit qu'on a quand même beaucoup de travail. Parce que pour que les managers réagissent, comme elle nous l'a dit, c'est un peu… mais est-ce qu'il faut jeter la pierre à ces managers? J'en suis pas sûr, parce que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils fonctionnent à l'ancienne. Le vrai problème qui va se poser, c'est avec des générations, les jeunes, et les Z, parce que moi je suis un baby boomer, il y a beaucoup de X dans la salle, il y a déjà quelques Y, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Z. Z, c'est ceux qui sont nés après 95. Il y en a peut-être? Vous? Bon, peut-être. Non? Plutôt Y? D'accord, donc il fait partie de la queue de la cohorte des Y. Eh bien, c'est vrai qu'on a quand même des attentes quand même assez différentes. Alors, j'aime bien l'idée de corporate hacking. Je ne sais pas si vous avez vu un petit bouquin qui était sorti. Il faut faire de la désobéissance. Ce que j'ai fait avec l'histoire de Nayar, la conférence, j'ai fait du hacking. Et finalement, pour le bien de l'institution, puisque ça a été une conférence qui a été exceptionnelle. On n'avait jamais vu une telle conférence avec 10 minutes de standing ovation à la fin. Ensuite, évidemment, les managers, il faut les accompagner. C'est ce que j'ai dit. Et puis, le dernier mot, c'est, il se trouve que j'ai découvert il y a 4 jours, un bouquin que je trouve exceptionnel, qui s'appelle Humanocratie. Il est sorti fin août sur Harvard. Et j'essaye de faire qu'il soit traduit en français. Parce qu'il donne des règles. En fait, il parle de la bureaucratie tout au long de l'ouvrage, mais attention, la bureaucratie au sens américain du terme, c'est-à-dire, ce n'est pas la bureaucratie telle qu'on la conçoit ici en France ou en Europe, c'est toutes ces entreprises qui fonctionnent, dit-il, à 70-80%, avec des règles très rigides, avec des KPI, avec des reporting, etc. Donc, en fait, tout le livre est autour de la mise en avant de l'humain, tout simplement, mais d'une façon, c'est assez astucieux. Donc, j'espère que la version française va pouvoir sortir. Alors, frugalité et bienveillance, vous aviez… C'est bon, là? Oui, c'est bon. Frugalité et bienveillance dans l'entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez retenu, parce que dans les thèmes qu'on avait prévu d'évoquer, il y avait ce thème. Alors, moi, je crois, c'est évidemment ces mots frugalité et bienveillance. D'abord, la frugalité, ce n'est pas l'ascétisme, on ne vient pas ascète du jour au lendemain, et la bienveillance, ce n'est pas bisounours.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a eu de bons ouvrages d'ailleurs qui sont sortis. Par exemple, sur la bienveillance, il y a un livre de Chavannes, l'ancien patron de Géopost et de Truong, qui était son directeur culture, qui est pas mal. En 2017, vous voyez, la bienveillance, c'est chercher le bien de l'autre qui vise à le faire grandir. Mais avant, le frugal. Pourquoi est-ce que je parle de frugalité? C'est que je pense qu'il est arrivé avec cette crise, c'est la prise de conscience qu'on pouvait faire évidemment un certain nombre de choses avec moins de ressources qu'on gaspillait. Alors, la question aujourd'hui du télétravail, c'est ce qui est écrit, la diminution des surfaces de bureaux. C'est vrai que si c'est la seule excuse, ça va être un peu compliqué. Mais je pense que nos entreprises doivent réfléchir à, ne serait-ce que pour des enjeux évidemment sociaux et environnementaux, à être plus frugales. Et vous voyez, je ne sais pas combien d'entre vous avez changé la trottinette électrique, enfin la voiture de fonction par la trottinette électrique. Non, mais ça peut arriver, surtout quand on est uniquement en parcours urbain assez court. À Paris, il y a des vélos. Oui, mais c'est ça. C'est qu'il y a une vraie réflexion à faire sur toutes ces questions-là. Et ce qui me frappe, si vous voulez, pourquoi le mot frugalité m'intéresse, c'est par exemple le groupe SOS. Il se trouve que j'ai animé un webinaire pour le congrès HR. J'en ai animé, on a organisé 18 webinaires entre début mai et fin juin. Et j'en ai animé 8. Et l'un d'entre eux, sur les 8, était le patron du groupe SOS. C'est quand même la première ESS en Europe. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand vous allez dans leur siège, dans le 11e, c'est juste hallucinant. Quand je suis rentré dans leur siège, je n'ai jamais vu un siège d'une boîte de 18 000 personnes comme ça. C'est-à-dire c'était le foutoir. Ils recevaient à l'époque énormément de masques, de moyens. Tout était stocké jusqu'au comptoir quasiment de l'entrée. C'est-à-dire que, et comme me l'a dit là, celui qui travaille directement avec le président, il m'a dit, nous, on a toujours vécu, ça fait dans notre mode de vie, on est toujours frugal. Donc, ça fait partie de notre ADN. Je ne suis pas sûr que toutes nos entreprises aient évidemment cette expérience. Et puis, donc, sur la bienveillance, hein, et comme on l'a vu, le livre de Autissier, je vous en dire un mot, Autissier qui vient de sortir, j'ai été impliqué dans ce bouquin, des expériences d'entreprise. Et ce qui est frappant, c'est le mot bienveillance. C'est un livre où il y a 2-3 profs qui ont écrit des trucs, mais les trucs les plus intéressants dans les 2 livres qu'il a sortis, Autissier avec nous, c'est les cas d'entreprise. Les gens d'entreprise ont écrit des chapitres sur leur expérience du confinement, ça c'est le premier bouquin, et l'expérience de l'après-confinement. Donc les 2 livres sont sortis, l'un en juillet, celui sur le confinement, et le deuxième il y a quelques jours, début septembre. Hein. Donc ce qui m'intéresse, c'est que ce mot bienveillance est absolument pratiquement dans tous les exemples cités. Alors, vrai ou pas, hein. Et je pense que, vous voyez ce que je dis à la fin, servant leader, c'est une notion relativement moderne du leadership, c'est être au service d'eux. On est en posture basse. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est cette notion de posture basse. Le retour à l'essentiel quand même, parce qu'il fallait, c'est le 3e thème le 3e atelier. Hein. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pandémie a conduit les entreprises à questionner leur stratégie, leur chaîne, etc. Et là, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important? Et oui, quand on s'interroge sur sa raison d'être, c'est véritablement de dire qui sommes-nous, grosso modo? Qu'est-ce qui fait que je viens travailler? Et là, ça renvoie évidemment directement à la question du sens. La question du sens. Et donc, quand on dit le retour à l'essentiel, c'est que je pense qu'on a pris conscience qu'on faisait un certain nombre de choses, qu'on allait dans le mur. Hein, c'est pas, on vient de discuter d'une nouvelle économie ou d'une autre façon de faire l'économie. C'est, à mon sens, ce que cette crise révèle. C'est-à-dire qu'il va y avoir, je pense, une vraie question. Alors, vous voyez, j'ai passé quelques raisons pour lesquelles on aurait tendance à s'intéresser à la raison d'être. C'est pas en raison, que j'ai une erreur, c'est en mission. Je viens de me penser la raison d'être. Et il y a la mission. Bon, en raison, il y a quand même le mot en raison. Effondrement de la confiance. Enfin, tous les indicateurs, l'impuissance des pouvoirs. Alors, les pouvoirs, c'est les pouvoirs évidemment externes. Exigence de sens, c'est assez évident. Accroissement des risques systémiques, eh bien, on a un bel exemple. Super exemple. Hein. Fragilité des réputations.
Ça, c'est très important. Parce que ce qu'a amené le digital, si on réfléchit, la bonne nouvelle, c'est plus de transparence. La mauvaise nouvelle, c'est plus de transparence. Non, ce que je veux dire, c'est évident que la transparence s'est considérablement accrue. C'est surtout ces jeunes générations, elles vont tout de suite tweeter des comportements inacceptables de certains managers, tweeter ou Facebooker. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ne s'embarrassent pas, hein. On est loin des systèmes d'évaluation de managers, les soft skills, etc. On a toujours des dispositifs, mais il y a quand même des... Et là, les réputations individuelles peuvent être rapidement détruites, tout comme les réputations collectives. Donc là, c'est... Et donc là, alors quand je dis une mauvaise nouvelle, la transparence, c'est que trop de transparence aussi, il faut s'en méfier. Je dirais qu'il y a un optimum, quelque part. Et d'ailleurs, François Dupuis, là, le sociologue qui sort un bouquin là, le 1er octobre, que je connais très bien, écrit dans son livre, parce que j'ai pu le lire avant tout le monde, il me l'a envoyé, c'est évidemment que la question de la transparence, pour lui, on ne doit pas aller trop vers une société de la transparence. Il le dit très bien. C'est ce que je veux dire. Donc transparence, oui, mais pas trop. Et puis authentique désir d'intérêt. Alors, les causes du surgissement de la raison d'être dans le vocabulaire sont multiples, hein. Évidemment, il ne s'agit pas de l'aborder comme un simple exercice de conformité, de justification, etc. Et conclusion, c'est le tout dernier. Et je suis plus qu'à l'heure. Alors, en tant que manager, quand on est un peu sur le terrain, il y a des opportunités qu'offre une situation de crise. Pas facile, mais je crois que ça permet aux gens de sortir du carré. Travailler sur soi et se remettre en cause. C'est vrai que ça interroge sacrément pour un manager qui n'a jamais managé ses gens en télétravail. C'est quand même difficile et on comprend les réactions que j'ai entendues ce matin. Moi, ça ne me surprend pas. Dès lors que vous les remettez dans une situation un peu plus normale, ils reviennent à communiquer, à informer pour rassurer. Je crois que là, tout manager doit comprendre ça. Bon, rassembler les énergies, parler vrai, montrer l'exemple. Je crois que la question là, c'est l'exemplarité. Faire preuve d'humilité, c'est-à-dire qu'on a, surtout dans cette situation inattendue, et d'ailleurs, encore une fois, on ne sait pas comment on va en sortir, il faut faire preuve d'humilité. Il faut renforcer, à mon sens, la proximité et la présence sur le terrain. Alors, je ne pense pas que beaucoup comprennent ce sigle MBWA, peut-être les plus anciens. Voilà, et vous savez que c'était le mode de management de Hewlett-Packard il y a 25 ou 30 ans. Hein, c'était bien le HP Way, ce qu'on appelait à l'époque le HP Way, privilégier le MBWA. Et c'est très simple, c'est la reprise de contact. Et ma conviction, c'est que plus on va aller vers le télétravail, plus il va falloir faire quasiment du MB. Bon, la relation humaine, j'aime bien cette expression, parce que vous savez pourquoi Michelin a gardé son service du personnel et a toujours refusé DRH, ressources humaines, etc. Vous savez pourquoi ils ont gardé ce cycle ringard de service du personnel? Eh bien, l'ancien président de Michelin, qui nous l'a dit plusieurs fois dans des conférences, il répond aux gens en disant, vous savez, moi, la mode, j'en ai rien à faire. Pour dire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que dans personnel, il y a le mot personne. Et nous nous intéressons aux personnes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est intéressant parce que et là, c'est bien la relation humaine qui est en jeu. Et je suis persuadé, pour revenir à l'impact du digital, hein, tout le monde le dit, mais c'est depuis toujours, je pense que ces outils nous aident énormément. Mais si nous abandonnons la relation humaine, nous allons aller dans le mur. Et d'ailleurs, très souvent, on se pose la question, quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur un certain nombre de métiers? Je pense évidemment, le cas célèbre, c'est le cas du radiologue, dont les analyses par IA sont infiniment supérieures à ce qu'il pourrait faire, parce que l'IA est capable d'analyser des millions de clichés. Mais je vois mal une machine annoncer à quelqu'un qu'il a une tumeur ou une tumeur au pancréas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être juste un peu... Donc je pense évidemment que tous ces métiers, ce qui va être clé, et peut-être que dans les formations d'ailleurs de médecins, ce qu'il va falloir encore plus développer, c'est la relation humaine. Ce qui n'est pas toujours le fort de certaines expériences avec des personnels médicaux. Prendre soin de son équipe et reconnaître les contributions individuelles, ça c'est de l'équité.
capitaliser bien sûr sur les réussites, ça c'est du b.a.-ba du change management, aller à l'essentiel et continuer à faire confiance et renforcer l'autonomie des personnes, tout simplement parce qu'on n'a pas plus le moyen de le faire. Si on veut véritablement, par exemple, que le télétravail soit vraiment bénéfique, ben, il va falloir aller vers ce chemin. Je ne vois pas comment on pourrait aller autrement. Hein, parce que rappelez-vous qu'une technologie, quelles que soient les technologies utilisées, j'ai toujours été surpris. C'est ce qui d'ailleurs m'avait animé durant les quelques années où j'ai dirigé la chaire sur le nomadisme à HEC. Quand j'ai dit à Ramanantsouk, qui était le directeur général du groupe, que j'acceptais de me confier cette chaire, je lui ai dit, moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est l'impact humain et organisationnel de cette technologie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je parlais tout à l'heure du BlackBerry. Personne n'avait regardé la question humaine et managériale de cette technologie. C'est quand même bizarre. Tout le monde s'intéressait aux technos elles-mêmes. Moi, la technologie, elle a toujours été une condition nécessaire pour avancer. Donc, il ne faut pas refuser la techno. Mais par contre, elle n'a jamais été suffisante. Et un excellent exemple de ce que je dis, c'est, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience ces 10 dernières années de réseaux sociaux d'entreprise, c'est-à-dire des Yammer, des IBM, certainement vous, c'est Chatter, non, vous avez quelle solution? Vous avez Teams, mais ça, c'est pour les, etc. Eh bien, ce qui est intéressant dans les solutions que vous avez la techno existe. Et la question, c'est est-ce que véritablement l'entreprise collabore plus, mieux? Est-ce que les gens se livrent? Ben, la réponse est non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, dans beaucoup d'entreprises, un accompagnement humain, c'est-à-dire un vrai accompagnement humain, managérial, etc. Donc la techno existe, donc la technologie, on en a besoin, mais elle n'est jamais une condition suffisante. Là, c'est là où l'humain rentre. Vous voyez, c'est ce qui m'a animé pour cette chaire. On a regardé un certain nombre de côtés évidemment très positifs de ces technologies nomades. Hein, c'était il y a plus de 10 ans, hein, parce que j'ai terminé la chaire en 2008, et aussi les effets négatifs. Et cette question du télétravail, je pense qu'il faut faire la part des choses. Voilà. Et je vous ai mis une dernière page de pub. Ça, c'est les deux petits bouquins qui sont sortis avec David Autissier. C'est surtout lui qui est l'auteur du livre, qui est le coordinateur du livre. Il m'a demandé, début avril, il m'appelle un jour en me disant, j'ai vu tes tribunes dans Entreprise et Carrière, elles sont vachement bien, est-ce que tu peux en faire un chapitre et m'aider à coordonner un livre que je voudrais sortir sur... Donc, je l'ai un peu aidé, puis il m'a mis sur la couverture, ce que je ne mérite pas. Et le deuxième, c'est un peu la même chose. Par contre, ces deux-là, j'y ai travaillé beaucoup plus. Et là, c'est l'effet positif du confinement, puisque le premier est lié au service des RH. J'ai été là vraiment ce qu'on appelle un éditeur. Pour un livre, un éditeur, c'est quelqu'un qui travaille tous les textes, vous voyez. J'ai peu écrit dans ce bouquin, mais par contre, avec Michel Barabel, qui est le premier en haut, on a vraiment bossé pour que faire ce livre soit logique, on va dire. Il y avait beaucoup de textes. On a eu à un moment 2 fois plus de caractères. C'est-à-dire, on était arrivé avec les auteurs, parce qu'il y a pas mal d'auteurs, à 750 000 caractères, et l'éditeur nous avait dit 350. Nous avons fait accepter 400. Vous voyez, mais c'est très dur de dire à des gens qui ont passé du temps à écrire leur texte, ça ne convient pas, c'est pas dans le... Voilà. C'était, bon, ils avaient écrit sans beaucoup de... Et le dernier, c'est le management de la confiance. Là, celui-là était beaucoup plus structuré, puisqu'on n'était qu'une équipe de 4 avec Paul-Marie Chavannes, qui est l'ancien président de Géopost, qui est essentiellement dans... Voilà, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Et il est 19h30. Vous avez vu? À la minute. Hein. Bon, on m'a dit 19h30. Tu es parfait. Non, on laisse. Non, tu peux laisser comme ça. Oui, Oui, c'est-à-dire que vous êtes. Ah, non, mais c'est pas grave. Je vais simplement peut-être maintenant donner quelques éléments sur la suite de la soirée. Nous allons, si vous n'avez pas de questions, Oui, on peut lancer des questions. Si vous n'avez pas de questions, ben voilà. C'est vrai. Pardon. J'ai une question en fait sur, parce que finalement, changer la posture des managers, ou en tout cas des managers chefs de culture, etc., c'est une transformation profonde des organisations. Et c'est d'ailleurs Yves Bourdieu du BCG qui disait,
le Covid nous a fait a projeté les entreprises dans l'innovation technologique, mais pas tellement dans l'innovation organisationnelle. Ouais. Et ce que je constate quand même sur le terrain, c'est des entreprises qui sont encore très dans le court terme, l'urgence, on est débordé, etc. Et on ne fait pas tellement finalement le bilan de la crise pour en tirer les enseignements et se transformer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez une réalité derrière tout ça ou pas? Est-ce que les entreprises diront? Alors, c'est très difficile de répondre à une question par des généralités. Moi, je crois que c'est vraiment très contextuel déjà. C'est lié aux activités de la boîte, c'est lié à vous avez dit, les questions de l'urgence, pour moi, c'est le modèle de Maslow, c'est-à-dire qu'on est vraiment en bas de la pyramide et il faut gérer les problèmes de sécurité, il faut de santé, de sécurité, d'hygiène. C'est la première chose qu'on a évoquée lorsqu'on a parlé du déconfinement. Vous vous souvenez, la deuxième quinzaine d'avril, le 11 mai approchait, etc. Alors après, maintenant, la vraie question, c'est de savoir si effectivement les évolutions qu'on a pu constater dans certaines entreprises qui n'avaient jamais fait l'expérience, hein, c'est surtout ça, est-ce qu'elles peuvent être un peu pérennisées? Moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des forces. Et ça, c'est justement les gens qui étaient en haut et à droite sur mon modèle tout à l'heure, la contingence, qui disent qu'on ne peut pas être à l'abri de ces pressions de l'environnement. Et dans les pressions de l'environnement, vous avez les pressions de la société. Vous avez la pression des clients qui vont commencer à voir qu'une entreprise qui n'a en gros rien changé et qui peut avoir une image, et d'où l'effet de réputation que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis des pressions de l'intérieur. Parce que le problème, là, on est vraiment, alors là, c'est un problème en RH de talent management, de gestion des talents. Vous avez des talents, et moi, j'ai vu des générations d'HSC, y compris un jeune il n'y a pas longtemps, qui me dit, j'avais un super job, je suis parti parce que c'était insupportable. Et maintenant, je travaille pour une ONG payée 5 fois moins. Il trouve le sens. Donc, si ces talents dont on a besoin, je veux dire, vous les avez plus, vous pouvez peut-être les attirer, mais se rendre très vite compte qu'il y a un discours et puis des pratiques complètement différentes, je pense qu'on va aller dans le mur. Donc, vous voyez, j'adore le titre du livre de François Dupuis, hein, qui est en plus que je connais depuis très longtemps. Quand il dit « on ne change pas les sociétés, les entreprises par décret », hein, il a pris d'ailleurs le titre d'un livre de Crozier, et il le dit dans la première page, évidemment qu'on n'a pas, c'est pour ça que je ne crois pas à un monde, c'est pour ça que j'ai parlé de l'illusion de la refondation, mais qu'il y ait des évolutions qui vont se déclencher sous l'effet d'un certain nombre, on va dire, de pressions, de mouvements. Je pense que là, et c'est pour ça que ce que tu m'as évoqué tout à l'heure, me paraît aller tout à fait dans le sens de l'histoire, c'est évident. Mais de là, après, à croire que fin 2020, nous allons avoir tout le monde, on va faire changer les postures de managers qui n'ont jamais, je dirais, changé de posture, et pour une bonne raison, c'est que ça marchait bien. Pourquoi est-ce que je vais changer alors que tout fonctionne? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je veux dire, le décor, en quelque sorte, est en train de changer. En plus, j'allais dire, je ne devrais pas le dire, mais la bonne nouvelle avec cette pandémie qui n'en finit pas, c'est qu'on voit qu'on a cru qu'on allait pouvoir tous revenir immédiatement après l'été en disant on oublie tout ça, sauf même le professeur Raoult, pour une fois, s'est un peu trompé, et il nous a quand même dit que tout ça allait s'éteindre, etc., que c'était une courbe normale et que tout. Moi, je crois quand même que ce qui nous arrive, ce qui est intéressant à la différence de la crise de 2008, qui est souvent citée, c'est que ça nous a tous touchés personnellement. Bon, très honnêtement, la crise de 2008, à part pour les très riches et pour un certain nombre d'entreprises, évidemment, il y a des pertes d'emploi, mais quand même, on était un peu loin dans un certain nombre de cas, sauf ceux qui possédaient des maisons aux États-Unis. Je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est quand même quelque chose qui est très intime. Est-ce qu'on peut réellement ne pas évoluer? Donc revenir, c'est pour ça que oui, ça ne va pas être facile. Et puis je crois, hein, vous voyez, moi je défends toujours cette fonction RH que j'ai toujours défendue parce qu'on la qualifie toujours de ringarde. Il y a même un livre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, La machine à broyer de Didier Bille. Enfin, c'est juste une escroquerie ce mec. Il a peut-être été, effectivement, on lui a peut-être demandé de broyer des gens, etc. pendant tout ça. Mais j'ai une vision tellement plus positive de cette fonction, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai été, Catherine le sait très bien, en 88, j'étais le premier en France à publier un bouquin qui s'appelle « Vers une gestion stratégique des ressources humaines ». Peut-être certains le connaissent. Ben,
Pourquoi est-ce que j'avais écrit un mot avec stratégique au milieu? Tout simplement parce que ma conviction, et elle n'a pas changé en 32 ans, c'est que cette dimension humaine, elle devrait être pratiquement en haut de l'agenda des PDG. Et peut-être qu'on va y arriver parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une présence qui augmente progressivement de DRH. Le nombre de DRH dans les conseils d'administration commence à augmenter. Et on a des jeunes femmes, je pense à 2 jeunes femmes que je connais bien qui étaient avant des DRH et qui s'engagent complètement dans la gouvernance. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui étaient pourtant, qui ont un profil DRH. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais si vous avez un rôle de conseil, un rôle de RH, un rôle de, je ne sais pas, vous pouvez aider les dirigeants. Parce que les dirigeants, vous voyez, moi, ce qui me frappe, j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il me semble qu'on ne peut changer que quand on commence à changer soi-même. Et faire accepter ça à un dirigeant, c'est très compliqué. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous voyez, à HEC, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on a toujours eu des couches de top managers, mais jamais des dirigeants. Un dirigeant, ça ne se forme pas. D'abord, ça c'est tout. Non, mais je veux dire, il faut. Donc, j'ai quand même de. Comment? Ils sont coachés à la rigueur. Voilà, et vous avez quand même des coachs. Et encore, je ne suis pas sûr que ça soit toujours un chemin vers la remise en cause.